Toutes les représentations que l'on perçoit nous influencent. Elles participent à notre imaginaire inconscient. La manière utilisée pour présenter telle ou telle espèce, telle ou telle culture, telle femme ou tel homme, telle place qu'elles occupent dans la société, tout cela modifie tout au long de notre vie notre manière de voir les choses. Et si on commence à prendre conscience de cela, on réalise à quel point cela est prégnant, ancré en nous. Mais aussi à quel point tout cela reste invisible, caché, car enrobé de formes tellement alléchantes qu'on en oublie le fond. Et du coup, il y a certains éléments, motifs ou clichés qui peuvent avoir de près ou de loin un caractère problématique, voire discriminant, mais qui reviennent tellement régulièrement qu'ils se mettent à définir, à tort, une normalité, une voie unique qu'il faudrait suivre. Quand j'ai commencé à réfléchir à l'influence de ces représentations, j'ai essayé de me rappeler de toutes les œuvres que j'avais découvertes depuis que je suis né. Et là, il y a un détail évident sur lequel je me suis arrêté. Probablement parce qu'il touche à l'enfance et donc à quelque chose qui nous forge pour le restant de notre vie. Quand on est petit, on nous présente des récits qui peuvent nous apprendre des choses, en nous donnant une morale par exemple. Et l'un des outils souvent utilisés, c'est de mettre en scène un personnage gentil, qui sera souvent l'héroïne ou le héros, et un personnage méchant. Et ce ou cette méchante est généralement battue à la fin, afin de bien insister sur le fait qu'il faut mieux se comporter comme des gentils. Cet outil au schéma manichéen semble un peu lourd, mais je dois admettre que ça a atteint son but. Depuis ma naissance, je n'ai personnellement jamais tué personne, et jamais fomenté de complots maléfiques destinés à détruire le monde. Du coup, dans un sens, c'est bien. J'ai bien fait la distinction entre les actions méchantes et les actions gentilles. Et s'il y a bien un moyen pour se rendre compte de manière flagrante de qu'est-ce qui est gentil et qu'est-ce qui est méchant, c'est par le dessin, et par exemple par le film d'animation. Et les films d'animation, c'est devenu des produits de masse qui ont été largement diffusés à travers le monde et qui ont donc pu influencer beaucoup d'enfants et d'adultes. Du coup, j'ai décidé de me concentrer sur les longs métrages qui avaient eu le plus de succès dans ma jeunesse. Et sans surprise, ils sont tous états-uniens. Et en effet, ces films présentent souvent un personnage de méchant qui effectue des actes assurément peu défendables, ça ok. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment les créatrices et les créateurs de ces films ont, au bout d'un moment, défini l'apparence et la manière de bouger de ces personnages. Parce que si on fait le tour de toutes les méchantes et méchants de ces œuvres-là, on se rend compte qu'elles ont pour la plupart des corps et des visages très marqués, assez irréguliers. Et souvent, et en particulier chez les femmes, leurs silhouettes sont imposantes. Parfois, au contraire, et cela c'est plutôt mis en relief chez les hommes, elles peuvent présenter une silhouette aussi très amaigrie. Sinon, à part ça, elles arborent souvent des tenues originales, bariolées, accompagnées d'un maquillage prononcé. Mais, de manière plus étonnante, il est fréquent que leur démarche, leur déhanchement soient presque dansés, ondulants, leurs gestes, leurs postures très marquées. On les qualifierait de maniérés. Cela se remarque surtout chez les méchants masculins et y compris dans leur manière de parler. Avec une voix grave parfois, mais plus souvent qu'on le pense, ils ont par moments une voix plus chantante, qui va aussi dans les aigus. C'est trop méchamment injuste. Dear. Oh, how frightfully upsetting. Had I but known. Oh, ce méchant n'est pas vide à l'idée d'avaler le reste s'il le peut. Oh, I shall practice my curtsy. Et même s'il y a de plus en plus d'exceptions, en comparaison, chez les gentils, les femmes apparaissent souvent fines et attentionnées et les hommes forts et héroïques. Du coup, même si l'on comprend bien quand on suit ces récits qu'il ne faut pas effectuer de vilaines actions violentes et cruelles, ça d'accord, de ces figures méchantes, on voit bien que l'on ne perçoit pas que cela. Tous ces actes maléfiques sont accompagnés par les manières d'être, de bouger, et bien sûr les apparences de ces personnages. Et je pense que, en tant qu'enfant, mais même encore maintenant en tant qu'adulte, moi, dans ma tête, j'ai tout mis dans le même panier. J'ai mis la même étiquette pour toutes ces choses, celle de méchant. C'est-à-dire ce qu'il ne faut pas être. Et je pense personnellement que cela a eu une forte influence sur moi, dont j'essaie avec difficulté de me débarrasser peu à peu. J'ai l'impression que je me suis pas mal empêché d'être moi-même pendant une partie de ma vie, de marcher comme j'avais envie, de parler comme j'avais envie, de m'habiller comme j'avais envie, d'être vraiment moi. Parce que, en voyant ces films, et pour ma part en tant que personne sexée homme, je me dis qu'il faut que je sois comme les gentils, pas comme les méchants. Qu'il faut pas que ma démarche, mes postures soient trop accentuées, maniérées,
que ma voix doit être claire et grave, que les hommes ne peuvent pas se maquiller, qu'ils doivent être musclés et arborer ce que l'on appelle une virilité, que les femmes ne peuvent pas être fortes, ne peuvent pas s'imposer, et encore moins sur les hommes. Et puis, qu'il faut garder la ligne, qu'il faut avoir un corps fin avec un visage lisse qui ne vieillit jamais, parce que c'est ça la beauté, et rien d'autre. Qu'il ne faut pas au final que, dans tout ce qui me définit, je sorte de la norme. Il ne faut pas que je sois étrange. Il ne faut pas que je sois queer. Parce que c'est pas bien. Parce qu'il ne faut pas faire ça. Parce que sinon t'es un méchant. Et du coup, tu seras rejeté. Et pire, je pense qu'inconsciemment, je me suis dit qu'il fallait mieux rejeter les gens comme ça. Alors que, bien évidemment que toutes ces habitudes, ces manières d'être, de bouger, ces apparences, rien ne justifie qu'elles soient considérées comme méchantes, comme pas bien. Rien. Parce que finalement, toutes ces figures maléfiques, si on met de côté justement leur part maléfique, ben moi j'ai plutôt envie d'être comme elles, même dans la vraie vie. Parce qu'elles sont belles, elles sont vivantes, elles sont inventives. Bon, bien sûr, là j'ai en tête des films qui commencent à dater. Et puis je parle juste des films d'animation. Pourtant, la première fois que j'ai commencé à avoir ces réflexions sur les personnages de méchants, ben c'était devant des films et des séries de maintenant, qui peuvent être sortis il y a très peu de temps. Donc oui, même aujourd'hui, on peut encore retrouver ces archétypes. Et en ce moment, il y a de plus en plus de messages d'avertissement sur des films plutôt anciens qui préviennent de leur caractère discriminant. Mais c'est intéressant de se demander si ces messages ne seraient pas aussi valables pour des œuvres actuelles. Bon, évidemment, les productions ne seraient pas d'accord. Ça amoindrirait le succès et les recettes. Pour ces œuvres-là, on n'aura un message d'avertissement que dans plusieurs décennies. C'est un peu tard. Et c'est dommage parce que nous, sans ça, qu'est-ce qu'on fait? La question c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de ces œuvres? Qu'elles soient anciennes ou actuelles, si l'on se rend compte qu'elles émettent des représentations faussées de la société, qu'est-ce qu'on en fait? Je dois avouer que je sais pas trop. Il y a des gens qui décident de les boycotter, de bannir leur diffusion ou simplement d'inciter à ne pas les regarder. Et c'est une intention plutôt louable. Seulement, il y a beaucoup de personnes qui peuvent adorer ces œuvres pour d'autres raisons, d'autres aspects qu'elles trouvent réussis. Du coup, moi je me dis qu'au moins l'important, c'est de regarder en conscience. Toutes les œuvres que l'on perçoit, et encore plus celles que l'on montre, il faut prendre conscience de ce qu'elles sont. Il ne faut pas avoir peur de les critiquer, de les aimer peut-être quand même, mais au moins de les critiquer, positivement ou négativement. Mais surtout, il faut changer tout ça. Et il faut changer maintenant. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'encourager toutes les créatrices et les créateurs d'aujourd'hui à écrire des personnages tous différents les uns des autres, qui ont mille manières de voir la vie, qui, dans leur apparence, leur manière d'être, s'éloignent de la normalité qu'a imposé toutes ces représentations passées, sans que ce soit forcément un des sujets de l'histoire, car je pense que c'est comme ça qu'on participe à détruire les normes, en banalisant la représentation de ce que l'on considère encore à tort comme bizarre. Il faut que l'étrange devienne normal, et qu'il n'y ait pas qu'un normal, mais plein, pour que tout le monde s'y retrouve. Et ce serait beau que dans ce que l'on écrit et ce que l'on montre, on ne laisse plus venir en nous tous ces clichés encore ancrés en chacun, afin de montrer à tout le monde, et bien sûr aux enfants, tous ces personnages différents, ces beaux personnages, enfin dans des histoires de gentils, parce qu'ils peuvent vivre les mêmes histoires. C'est juste qu'ils seront eux-mêmes, en assumant sans se poser une seule fois la question, leur corps, leur tenue, leur démarche et leur goût. Ce serait pareil. Et ce serait beau. So, you think now everything's gonna turn back to normal? Well, as normal as it could be. Oh, stop it! Il y a plein d'œuvres d'hier, mais surtout d'aujourd'hui, qui cassent déjà, en partie ou en tout point, toutes ces représentations usées. Il y a vraiment un progrès qui se fait ressentir, et ça fait du bien. Ça prouve que chaque encouragement n'est pas vain. Alors voilà, c'est un appel à toutes les créatrices et créateurs, c'est un coup de gueule, c'est un cri du cœur. Parce qu'on peut concevoir des œuvres tellement plus inclusives, et du coup tellement plus belles.